Et ravi de vous retrouver. Salut les gars, Avanti Nissa, le podcast sur l'OGC Nice. Et attention, il y en a des nouveautés là-dessus. Il y a déjà eu deux. Il y a eu deux joueurs, oui, qui ont Bambou et Danny Luc. Danny Luc, on va en parler dans cette émission. On parlera aussi d'une possible arrivée, on l'espère en tout cas, de Schneiderlin. On en parlera aussi avec Thibaut de Everton France. Mais avant ça, je vais présenter, comme toujours, mes acolytes de ce podcast. C'est Sky. Salut Sky. Salut tout le monde. Salut Brice. Salut. Et il y a aussi Bada avec nous. Salut. Salut les gars. Bon, ça va les gars? Ouais, impeccable, on est là. Ça fait plaisir toujours. Le soleil est revenu, l'été arrive. Le mercato va s'affoler, donc c'est bon pour notre business. Ah bah là, du côté de Nice, justement, ça s'affole plutôt bien. Pas mal de noms qui circulent du côté de Nice. Après, il y a beaucoup de rumeurs infondées, mais ça on en parlera un peu plus tard. Genre Sertic. Je ne peux plus parler de Marseille, parce qu'après on me le reproche. Et on dit comme quoi je suis un suceur de rats. Donc, et déjà, dites-vous un truc, c'est que j'avais prévu de faire une entrée fracassante dans ce podcast-là. Et je me suis retenu. Enfin, c'est surtout Sky. On a dû se calmer. Ouais, voilà. C'est surtout Sky et Bada qui ont dû me calmer. Pour être franc avec vous, je voulais rentrer sur la musique de l'Olympique de Marseille. Voilà. Pour faire un petit clin d'œil. Ah, non, mais même nous, on n'aurait pas. Voilà. On aurait rage-quit. Voilà. Ouais, je pense. Et on aurait fait le podcast le plus court de Avanti Nissa, qui aurait duré 10 secondes. Bon, bref, voilà. C'est ça. Voilà, c'est pas grave. Tout le monde a le droit d'avoir son avis. C'est pas grave. En tout cas, il y aura des avis à donner aussi pendant ce podcast. Comme je vous l'ai dit, on va parler de Danny Luc qui est arrivé, donc qui a signé du côté de l'OGC Nice. Et pour en parler, avec nous, on a Foot Vision 31. Salut Martin. Salut Brice, salut à toutes et à tous. Enfin, je suis là. Enfin, oui, parce que ça fait un petit moment qu'on veut t'avoir. Ça fait un petit moment qu'on veut t'avoir. C'est trop demandé. C'est cool. Ah ouais, là c'est star à la radio plutôt que de venir dans les podcasts amateurs en même temps. Non, je suis très heureux d'être là. Merci à tous. Vraiment, c'est sympa. On va parler. Le mec nous snob, quoi. On va parler donc avec toi de Danny Luc et juste après, on parlera aussi de Schneiderlin, donc je le rappelle, avec Thibaut de Everton France. Avant de parler de tout ça, on va faire un petit tour du côté donc de ce qui s'est passé dans le mercato du côté de l'OGC Nice. On va parler de deux joueurs lyonnais issus de la formation lyonnaise, c'est Gouiri et Barre. Les infos que vous avez, vous les gars, sur ces joueurs? Pas énormément d'infos parce que on sait que la filière Nice-Lyon fonctionne bien. Hein. On a eu pas mal de joueurs de la formation lyonnaise chez nous. Sauf un qui ne fonctionne toujours pas. on ne citera pas son nom, hein, mais après voilà, c'est des noms un peu c'est des bons jeunes, apparemment des très bons jeunes. On a vu des vidéos de Melvin Barr, moi je connaissais pas vraiment. On a eu des échos, on a vu des vidéos qui sont vraiment prometteuses. Donc voilà, comme on l'avait dit dans les émissions précédentes, on a l'air de vouloir prendre un jeune en doublure pour le poste de latéral gauche. Il y a beaucoup de noms qui reviennent du coup, beaucoup de jeunes de moins de 20 ans. Donc voilà, Bard, j'ai l'impression que c'est une des pistes les plus chaudes comme pour ce rôle de doublure à gauche. Donc ça serait une bonne nouvelle. Après, c'est vrai que le chantier est immense à ce poste-là parce qu'il te faut deux joueurs. Le titulaire, on va en parler juste après dans l'espèce de petite page mercato. Pour Gouiri, c'est une info révélée par l'équipe, la double offensive sur Bard et Gouiri. C'est quand même très ambitieux comme piste parce qu'il a été un peu freiné par des blessures et par Rudy Garcia. Après, évidemment, je pense que les supporters lyonnais, s'il y en a qui nous écoutent, pourront en parler mieux que nous, mais on voit mal comment ça pourrait être disponible à un prix cadeau. Autant Bard, il n'est pas trop apparu dans le groupe pro, le club a pas l'air non plus de compter masse sur lui, donc je pense que pour 2-3 millions grand maximum, tu dois pouvoir faire un deal, surtout que la concurrence sur le dossier, je crois que c'est Brest, le plus gros concurrent pour l'instant, donc ça devrait se faire si on le veut vraiment. Gouiri, est-ce que ça va pas être un transfert à 2 chiffres, voire même, moi je le vois pas partir à moins de 10 millions. Après, j'ai pas sa situation contractuelle en tête, mais si il a plus qu'une année de contrat, je vois bien sans demander 15 plaques, voire plus. Après, c'est compliqué Gouiri parce que il s'est fait les croisés.
Il a fait une saison blanche l'année dernière, hein, du coup complètement blanche, et cette année quelques apparitions en Youth League et une seule apparition en Ligue 1 avec Lyon. Parce que Garcia, mais après tu sais que c'est une pépite lyonnaise et c'est un gros potentiel, et on est bien placé pour savoir que la moindre pépite lyonnaise c'est 10 millions. Lui en plus qui est un peu plus prometteur que ce que je veux dire, c'est que ça se très vite, quoi. Balancer 15 plaques sur un jeune aussi fort et avec le potentiel qu'il a, soit-il, est-ce que c'est judicieux quand même sur un mec qui a fait 2 ans quasiment, enfin 1 an et demi sans jouer, et voilà. Après c'est un très très bon jeune Gouiri, ça y a pas de souci. Est-ce que c'est pour doubler Dolberg? Est-ce qu'un profil plus expérimenté serait pas pertinent? On a déjà un jeune à développer avec Dolberg. Est-ce qu'on l'accompagnerait pas d'un mec un peu avec c'est un profil différent un peu. C'est un profil différent, Gouiri, mais c'est vrai que ça pourrait être je trouve que ça pourrait être une très bonne solution en remplaçant. Tu vois, un joueur qui va harceler un peu le porteur de balle, qui va courir un peu devant. C'est un peu le profil différent de Dolberg, tu vois. Quand tu dis que c'est un profil différent, est-ce que tu vois les deux jouer ensemble? Je te coupe, pardon, mais jouer ensemble. Non, pas vraiment. Il y a aussi l'option de changer de système et de passer à 2 devant. Est-ce que ça serait compatible? Tu peux pas arriver et mettre Gouiri déjà titulaire, tu vois. Je veux dire, ça en Ligue 1 actuellement, il est pas prêt. Et quand on parlait de Melvin Barr, pour moi, ça serait le tuer, ça. Solution Melvin Barr. Il faut savoir que ce joueur-là, il a une vraie cote, aux yeux des dirigeants même français. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas eu de temps de jeu dans l'équipe première, donc aucun club vraiment n'a tenté de le prendre. Parce que tu peux pas te faire prêter vu qu'il n'a pas eu de temps de jeu avec déjà les premières divisions ou deuxième division. Donc Lyon aurait dû le prêter. Mais bon, si Nice prend le risque de le prendre, franchement pour moi ça serait une super solution parce que c'est un joueur super que j'aime beaucoup. Après c'est pas un gros risque. Tu vas mettre quoi? Tu vas mettre 2-3 millions sur un Melvin Barr. Ou c'est moins tout ce qui doit être en dehors du marché, mais non, si, je pense que ça m'étonnerait que ça ait plus de 4-5 millions d'euros, ça c'est sûr. Sinon vraiment non, c'est pas possible parce qu'il a quoi? Il a 1 ou 2 apparitions maximum avec Lyon en équipe 1. Donc après tu sais que Aulas aimerait faire un peu comme les clubs anglais, c'est-à-dire que les clubs anglais entre eux gonflent les prix des transferts pour pouvoir se donner de la thune, etc. Et sachant que Aulas a mis quelques tacles, voilà, un peu appuyés sur le projet niçois. Ouais. Voilà. Donc après Aulas si quelqu'un a les infos, parce qu'il y a le petit aussi, Aganis, il y a Amash qui avait fait une très bonne saison en Red Star en national. Je ne sais pas s'il va avoir une. Il va s'en aller, je crois. A priori, il est plutôt parti pour s'en aller. Alors après, en prêt ou en transfert, on ne sait pas très bien. Mais vu le nombre de rumeurs à gauche, a priori, le club compte pas sur lui pour la saison prochaine. C'est dommage. C'est comme un peu Romain Perrault quand il était prêté au Paris FC, c'était une très bonne saison. Romain Perrault, c'est une histoire plus compliquée. Perrault, pour nous ça a été une déception, hein, Perrault, c'est vrai, parce que après son prêt, on s'est dit on va enfin avoir un latéral gauche formé à Nice qui va revenir, qui va être performant. Et puis voilà, il y a eu comme a dit Kyle, il y a eu d'autres soucis où je pense que le club a été un peu échaudé par le précédent Boscali qui fait un peu le même parcours, un prêt performant en Ligue 2 la saison d'avant qu'on essaie d'installer en Ligue 1 et qui s'éclate complètement. Et du coup la suite d'ailleurs de la carrière de Boscali pour l'instant donne plutôt raison aux dirigeants du club. Boscali c'était pas les PSG, hein. C'était pas les mêmes profils aussi, hein. Non, il était plus axial pour jouer à gauche, un ancien défenseur central, donc exactement. On enchaîne avec d'autres joueurs qui ont été annoncés du côté de l'OGC Nice. Hassan Kamara. Pour rester sur le poste de latéral gauche. Voilà, voilà, exactement. Les transitions sont toutes faites, mon cher Sky. Latéral gauche de Reims. Bonne pioche pour vous ou pour l'instant c'est vraiment... Cédric va se griffer le visage dans 2 secondes. Alors moi forcément quand j'ai vu sortir le nom, je connaissais très peu. J'ai très peu vu jouer Reims cette saison. Après voilà, on a eu quelques bons échos encore une fois sur Twitter de plusieurs comptes rémois. C'est aussi le meilleur latéral gauche de Ligue 1. Voilà, exactement. Sur l'équipe, ça a été le meilleur latéral gauche de Ligue 1, voilà. Mais voilà. Après, je m'attendais à. Pour moi, le côté négatif, parce que si on part de suite sur le côté négatif, c'est que il a déjà 26 ans, très peu d'expérience à 26 ans. C'est sa première saison où il perf vraiment, on va dire. Même s'il fait une très belle saison avec Reims, mais c'est vraiment sa première saison où il éclate. Et comme on l'avait dit quand on avait fait d'ailleurs l'émission Enissa Manager, j'ai moi ce poste,
j'ai l'impression qu'il faut vraiment arrêter de dépanner, arrêter de partir sur un semi-pari ou sur un pari et d'avoir quelqu'un de sportivement compétitif immédiatement, quoi. Alors peut-être que Camara va me faire mentir et qu'il est vraiment très bon et qu'il va performer aussi chez nous. Mais ça peut être intéressant. Si tu mets vraiment en 1 en puissance, tu mets Camara et en remplaçant, tu mets Melvin Barr. Tu vois, ça prend. Le choix pourrait être judicieux. En plus, Camara, je veux dire, il a fait une très bonne saison, ouais. Et c'est pas seulement interview. Je crois qu'il a été formé un peu plus haut. Mais à Reims, cette saison, il a fait vraiment le couteau suisse. Il a joué au milieu de terrain, milieu gauche, ailier, latéral gauche, défenseur gauche. Il a joué un peu partout. Là où je rejoins Cédric, c'est absolument pas un jugement sur un joueur qu'on connaît mal, hein, parce que bon, Reims, on a suivi un peu de loin leur super saison, et c'est un des nombreux joueurs rémois qu'on a observé, si on en croit les rumeurs. Mais c'est plutôt le profil, dans le sens, il est plus jeune, mais il est pas expérimenté pour autant. Donc il va pas apporter vraiment de bouteille, il va pas apporter de stabilité ou d'expérience à cette défense qui pour moi en a besoin, parce que derrière Dante, ça va être très compliqué. C'est un poste sur lequel on devient paranoïaque année après année avec je vais en parler, ça va mettre en rage Brice, mais où on t'installe Ensoki alors qu'il est pas vraiment à ce poste-là, où t'as réussi à fusiller Malansar, où t'as eu le Cavallo Racine Colli pendant quelques saisons. Enfin bref, c'est un poste qui est en souffrance depuis 3 ans, donc à titre personnel, on n'est pas très chaud pour faire un nouveau pari dessus. Et c'est vraiment sans remettre en cause les qualités et l'excellente saison de Hassane Camara Reims, mais refaire un pari à un poste dans lequel tu as eu tant de souffrance ces 3 dernières saisons, c'est pas comme si tu prenais un milieu de terrain qui a un peu un poste interchangeable où tu arriveras toujours à en reprendre un ou à jongler entre tes profils si jamais ça ne marche pas. Là, tu vas te dire ton titulaire, ça va être Hassane Camara, c'est un pari. Si ça marche, ça fait un énorme coup c'est moins de 5 millions d'euros, normalement le deal peut se faire, mais si ça marche pas, tu repars pour au moins une année de galère à ce poste-là, ou alors tu vas faire monter Melvin Barr très vite, mais c'est prendre le risque de cramer un mec qui a jamais joué en pro aussi. Donc c'est se dire, maintenant qu'on a des moyens et une nouvelle ambition, s'il y a bien un poste sur lequel on n'a plus envie de faire un pari, c'est celui qu'on a martyrisé depuis 3 saisons. Après t'as un souci surtout aussi. Que voilà, on l'a. Ouais. Vas-y, Brice. T'as un souci aussi, c'est que le poste de côté gauche, je trouve que dans le football actuel, il y a de moins en moins. Voilà, c'est très dur. Donc c'est très dur de trouver. C'est dur et ça coûte cher. Et ça coûte cher. Voilà, si tu veux des bons gars, ça coûte très cher. Si tu veux, et on veut tous des bons gars avec de l'expérience, etc. Donc ça coûte très cher. T'as beau avoir un nouveau projet, t'as beau avoir une enveloppe, j'imagine, très conséquente. Tu vas pas tout mettre sur un défenseur gauche parce que Nice a quand même un beau chantier à faire. Tu prends le risque de recruter en Ligue 1. Les mecs, ils connaissent déjà le championnat, donc c'est déjà ça de fait. Il a quand même un gros coffre, il est très bon techniquement. Il a évidemment de l'inexpérience, mais ça se gagne. Et puis, je veux dire, il va pas à Lyon ou il va pas... encore une fois, je suis désolé les gars, mais à Marseille ou quoi, où il y a une pression supplémentaire. Il va pas avoir une pression immédiate. Voilà. Non, Nice, t'arrives. Mais c'est clair que. Voilà. T'as une pression différente, quoi. C'est une pression. C'est même pas une pression, c'est un club qui reste encore, de ce que je vois et depuis que je fais le podcast avec vous, qui reste quand même dans le milieu un peu familial, tu vois, quand même. T'as pas cette pression-là. En fait, donc... le problème avec la rumeur Hassane Camara, c'est qu'elle passe après Costas Tsimikas, voilà, qui va coûter au moins 3 fois plus cher, voire tant que c'est pas fait, il y a pas de prix défini, mais voilà, le président de l'Olympiakos est très gourmand. Lui, il y a au moins 15 quoi. Voilà, lui il va pas aller au clash, il reste encore des échéances pour l'Olympiakos au niveau national et européen, donc tu l'auras pas avant fin juillet ou août si jamais tu veux attendre. Tu passes après un mec qui a fait des matchs référence en Ligue des Champions, certes qui vient du championnat grec, mais bon, qui vient de l'Olympiakos non plus, pas de n'importe quel club, que tu as vu sur la scène européenne, qui a performé, qui a déjà plus de matchs en pro en étant plus jeune. C'est ça. Donc forcément, après, niveau qualité intrinsèque et niveau adaptation à la Ligue 1, peut-être que l'avenir donnera plutôt raison à Hassane Camara, mais ce que j'allais te dire. Niveau rumeur et de ce qu'on envoie nous dans le commun des mortels, tu étais forcément un peu déçu de voir que ça passe après une piste plus ambitieuse. Après, comme tu as dit, le timing, il doit rentrer dans l'équation. Je pense qu'on veut, on sait que ce poste c'est un chantier. On doit se dire que Tsimikas, on pourrait potentiellement l'avoir, mais si tu l'as début août,
Voilà, tu vas bricoler. Il faut début août. Voilà, il va avoir une offre d'un club anglais et il va se barrer, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a cette équation-là aussi qui rentre en jeu dans le fait où Fournier avait dit qu'on espère avoir au moins 11 types qui se détachent relativement tôt dans la préparation pour pas refaire les mêmes erreurs que les erreurs de l'année dernière, j'allais dire, mais c'était compliqué avec la signature d'Ineos, mais pour être plus cool, on va dire, sur la préparation. Tu voulais parler toi aussi, Sky, d'un joueur du côté de l'AS Monaco. Ah si, tu voulais en parler. Ah si. Voilà, très brièvement, l'équipe du soir hier a parlé de Badiachil, le défenseur central gaucher de Monaco, qui est en contact avancé avec Leverkusen, je crois, si j'ai bien retenu, qui serait aussi pisté par, je vous le donne en 1000, Nice et Rennes. Donc voilà, comme par hasard, t'as deux clubs en France à citer. Tu cites, comme je vous le disais dans l'émission Mercato la dernière fois, tu cites deux clubs qui ont des ambitions similaires. Alors, je suis pas spécialiste du Mercato rennais, mais je crois qu'ils cherchent davantage à ce poste-là que nous. Où on a déjà Dante, on a déjà Nsoki. On va pas reprendre un central gaucher. Et encore, t'en as cité que deux là, il y en a 5. Voilà, non mais bon, j'ai cité les gauchers. Donc, voilà. Même si t'avais envie de mettre deux gauchers, parce que tu rajoutes tu rajoutes tous les droitiers, t'as Pelmar, t'as Ibrahim Cissé qui va revenir et qui joue à gauche aussi. Enfin bon. Non-sens, c'est la fameuse rumeur d'agence. Et vas-y, il est intéressé par Rennes, je place Nice au milieu, ça va faire bien déjà. Ça fera parler sur les réseaux sociaux et ça mettra un petit coup de pression au club intéressé, mais voilà. On vous avait prévenu, quoi. Ouais, voilà. Bon, allez, maintenant on va passer sur la deuxième recrue de l'OGC Nice. C'est Flavius Daniliuk. Je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, voilà. Je fais de mon mieux. Donc Daniliuk, qui est un jeune Autrichien, né le 27 avril. Je veux le dire ça parce que c'est le même jour d'anniversaire que moi. Tout le monde s'en fout évidemment, mais voilà. Voilà, je tenais à le dire. Je note ça dans mon agenda. Voilà. Évidemment. On y pense pas quand on souhaitera l'anniversaire de Daniliuk. Les meilleurs sont nés le 27. Donc 19 ans. Même anniversaire et même musculature aussi ou pas? Ouais. Ça je peux pas dire. Ça je peux pas dire pour l'instant, mais on verra après. On verra après l'été, le summer body. Summer body n'est pas prêt. Summer body. Summer Body a été totalement abandonné pendant le confinement, faut le savoir. Ça a plutôt été le McDo Body. Bref, passons. Flavius Daniliuk, donc nouvelle recrue de l'OGC Nice, le défenseur qui vient du Bayern Munich, des moins de 19 du Bayern Munich, et donc avec nous pour en parler, il est avec nous depuis tout à l'heure, c'est Martin de Foot Vision 31. Est-ce que tu pourrais juste en quelques mots nous en parler de ce joueur autrichien, capitaine d'ailleurs des U19, je crois, de la sélection autrichienne. Exactement, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Alors, le Bayern travaille du coup sur l'équipe 1, l'équipe 2, donc qui est en Dry Liga, Dry Bundesliga, donc 3e division, et t'as les U19. Donc, Flavius Daniliuk, il a joué du coup, c'est le capitaine du U19, donc il joue avec un certain Bright Ariembi. Donc, c'est un joueur plutôt colosse, c'est un gros costaud, hein, c'est un beau bébé, comme on dit, 1m88, et il est bien costaud, on va pas se mentir. Ouais, on a vu. Donc, Ivan Drago, il est très bon. Ouais, c'est ça. Bon, après, ses qualités, c'est vrai que c'est un vrai leadership sur le terrain. Si, j'ai vu sur Twitter qu'il y en a qui disaient qu'il était arrière-gauche. Alors, il est plus arrière-gauche. Hein. C'était avant, c'était quand il était beaucoup plus, un peu plus sec, même plus maigre, pardon, qu'il jouait arrière-gauche, c'était quand il était en U17. Maintenant, c'est un vrai défenseur central. Après, ouais, c'est vrai qu'il est très bon des deux pieds. Bon, il est plus droitier que gaucher, bien sûr. Sa relance est vraiment très intéressante. C'est sa relance que j'aime beaucoup. Elle me fait penser souvent aussi à Tchaï Tassar de Marseille. Hein. Brice, tu vas rigoler. Dans le profil, sinon... C'est plus certains supporters qui vont rigoler parce qu'on parle encore de Marseille. non, dans le profil de costaud, on le voit sur le terrain, il fait plutôt penser à Niklas Süle du Bayern Munich, du coup de l'équipe 1. Je pense que vous voyez à peu près tous. Mais c'est un rock. C'est un genre très intéressant, gros gabarit, comme je disais. Après, on l'a vu sur les matchs, hein, comme la Youth League, où Bayern vraiment a fait une très bonne Youth League, qui est qualifiée d'ailleurs pour les quarts de finale. Bon, je crois que ça va se continuer, mais ça sera en août. C'est l'une des meilleures défenses, si ce n'est l'une des meilleures, je crois, de la Youth League. Et moi, c'est un joueur intéressant, tu vois. Enfin, c'est un joueur intéressant, c'est pas un phénomène, on va pas se mentir. Pour moi, il aurait jamais eu sa chance avec l'équipe 1 des Bayern Munich.
parce que déjà, vraiment, il y a du monde devant. Et en plus, là, t'as Kouassi qui arrive. Mais le fait d'aller chercher comme ça un joueur en fin de contrat, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est une très bonne idée. Tu vois. Surtout qu'il y a un côté quand même un peu optimiste, c'est que le Bayern y avait quand même proposé un contrat et qu'ils l'ont pas juste dit bon maintenant tu t'en vas quoi. Ils ont quand même essayé de lui proposer un contrat et qu'il a à défaut de compter sur lui sportivement, il pensait quand même qu'il y aurait une valeur économique sur le marché derrière, donc il était pas trop pourri. Non, mais après, tu vois, moi, je l'ai pas vu avec les 19 autrichiens, je les ai pas vus. Par contre, je l'ai vu avec le Bayern. Je l'ai vu avec le Bayern, du coup, l'équipe 19, parce que l'équipe 2, il a joué quelques matchs et ça s'était pas très bien passé avec l'équipe 2. Et de ce que j'ai vu, j'en ai encore vu un autre, encore il y a 3-4 jours, j'ai vu un autre match encore. Non, c'était pas mal. C'était pas mal, c'est un joueur intéressant. Mais le plus dur, pour moi, ce sera vraiment l'adaptation. C'est l'adaptation qui fera tout, surtout. Et surtout, des fois, c'est le problème aussi, des fois, c'est qu'il monte trop. Il a tendance, des fois, à aller trop haut. Et après, c'est là que... C'est pour passer de latéral, puis qui met porter le ballon, du coup... Écoute, sûrement, mais il aime des fois se projeter même sans ballon. Donc le problème, c'est dès qu'il y a récupération, après, bon, bah là, il se fait, on va dire, prendre dans le dos. Et aussi, pour moi, un vrai défaut à son poste, et malgré son gabarit, c'est qu'il marque pas de but. Alors que quand tu le vois sur un corner, tu te dis, purée, le mec, il est imposant, il est censé, carrément, c'est facile pour lui de mettre des buts. Donc c'est ça qu'il devrait travailler, c'est vraiment sur les buts et surtout l'adaptation. D'accord. Il a quelques aspects à progresser. Mais... Bon, il est jeune. Mais sinon, après, dans les relances, tout ça, moi j'aime beaucoup. Les passes, c'est vraiment très précis. Très précis. Vraiment. Combien d'années à passer en réserve avant de le voir dans le groupe pro? Parce que c'est clairement pour la réserve, au moins la première année. Ah oui, la réserve, encore. Au moins un an, et après qu'il fasse, je veux dire, la préparation, tu sais, d'avant-saison avec le groupe. Un an, des apparitions dans le groupe pro l'année d'après, et peut-être l'installation en groupe pro la troisième saison. Ouais, mais faut vraiment pas le précipiter, faut vraiment pas le mettre directement dans le grand bain et tout. Il a quel âge exactement? 19. Il a 19 ans. 19 ans. 19 ans. Il a 19 ans, ouais. Ok, ouais, donc oui, voilà. Je pense qu'on a vraiment vu en lui un gros prospect et qu'on va essayer de le faire monter doucement. Non, après, le Bayern, tu vois, après qu'on va parler de la formation, 2 secondes, je vais parler de la formation du Bayern. La formation est très importante parce qu'en fait, je crois que c'est en 2017, je crois que c'est le directeur qui avait dit, nous on forme pour qu'un jour le joueur aille en équipe 1. On forme vraiment pour les joueurs d'équipe 1. Quand on se rappelle par exemple de Thomas Müller, des Bastian Schweinsteiger qui sont sortis, voilà, Daniluk il est parti, c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment de solution. Maintenant, quand tu regardes dans les U17, U19 et l'équipe 2, il y en a quelques joueurs qui vont se détacher, comme il y a un phénomène qui s'appelle Jamal Musiala. Un phénomène, je sais pas, mais en tout cas, c'est un très très gros potentiel. Le mec était en U17 au début d'année, là, il a fait 19 et maintenant il est en équipe 2, donc en troisième division. Lui, pour moi, il y a un vrai avenir au Bayern Munich. Donc Jamal Musiala. Après, on sait qu'au Bayern, la défense centrale, enfin le poste à gauche entre défense centrale et latérale gauche, même déjà dans l'équipe 1, c'est un gros sac de nœuds où il y a énormément de. Même Hernandez qui fait pas sa place, par exemple. Ouais. Non, juste là, mon petit Jamal Musiala, juste un milieu de terrain, mais c'est comme ça. D'accord. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est qu'au Bayern, ça travaille, mais pas pour sortir 10, 20 joueurs qui seront moyens. C'est vraiment pour sortir vraiment 2, 3 joueurs qui seront vraiment performants avec l'équipe 1. Sinon, voilà, par exemple, le cas de Danik, ça partira et bon vent, quoi. Il y a un avantage c'est le avec genre de Danik. joueur qu'on aurait vu en Bundesliga après au final, pas avec le Bayern, mais qui aurait rebondi. Voilà. Oui, moi j'aurais Danik, j'aurais très bien vu dans un club. S'il serait pas allé à Nice, je pense que j'aurais très bien vu une sorte de rapide de Vienne ou dans le championnat autrichien, quoi. Je pense que ça aurait été c'est pas mal pour lui. Voilà, en termes d'adaptation. Il y a un avantage aussi avec Daniluk, c'est que il est passé par le Real, il est passé par le Bayern, donc il a, il a ce côté-là où voilà, le travailleur des grosses écuries, quoi. Voilà, travailleur des grosses écuries et tout, et le fait d'arriver à Nice, peut-être que son adaptation sera beaucoup plus rapide, où il aura pas besoin de. C'est ce qu'on lui souhaite. Voilà. Donc, c'est ce qu'on lui souhaite, t'as raison. Il est passé par le Real, en Autriche aussi, il est passé, l'Allemagne. L'Autriche, bon, c'est vrai que ça se ressemble, l'Allemagne et l'Autriche. Mais ouais, en termes d'adaptation, c'est ce qu'on lui fait, en fait, parce que pour moi, ça sera vraiment la plus grosse étape sur l'adaptation, tu vois. Vraiment. Surtout mais après, à 19 ans, concernant ces matchs, ouais, je sais, mais après 19 ans, c'est pas une question de 19 ans, comme tout à l'heure, on en parlait, tu vois, c'est une terme il est expérimenté, quoi. Il y a des joueurs qui ont 17 ans, il y en a qui ont 16 ans qui sont peut-être plus expérimentés, mais ça reste quand même un beau profil et l'idée est quand même bonne. Il faut la souligner parce que vraiment, d'aller chercher
ce type de joueur dans un club pareil en fin de contrat, faut avoir l'idée et le faire aussi, surtout le faire, parce que pas seulement de balancer des petites rumeurs, c'est de le faire et ça se concrétise, donc c'est intéressant. J'aime bien le projet, l'idée. Et juste pour rappeler que Danny Huck faisait partie des meilleurs joueurs du monde U17, c'était le Guardian qui avait sorti ça, ils avaient fait une liste et il faisait partie de ces meilleurs joueurs donc U17, c'était en 2017, voilà. Il faisait partie de ces joueurs-là, il y a 3 ans. Ouais, donc, il jouait latéral, je crois. Ouais, voilà. Il faisait partie, donc, et juste un truc, c'est que le Guardian, toi-même, tu sais, on sait que le Guardian, quand même, a quand même une belle page sport et généralement, il raconte pas que de la merde. Voilà. Pas comme certains en France. Voilà. Après, tu sais jamais comment un joueur se développe. C'est tellement de facteurs extérieurs, même au seul talent que tu ne sais jamais. Mais bon, c'est un bon physique est quand même incroyable. La transformation physique est quand même incroyable, je veux dire, en termes de 6 kilos pendant le confinement, apparemment. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est surtout par rapport à avant. Je veux dire, par rapport au 17 ou 19, comment ça a changé, c'est pas qu'il a. Mais quand il jouait latéral, il faisait déjà 1m88 ou il a pris 20 cm en 3 ans, le gars? Il fait 1m88, c'est ça, ouais. Non, il était pareil, mais je crois que quand tu parles, par exemple, comme Brice a parlé du 17, moi, je pense qu'il était considéré comme un latéral encore, hein. Je veux dire, il joue pas, encore à fond comme un défenseur central, c'est maintenant, il a pris du poids, du poids dans le bon sens, hein, aussi. C'est devenu un vrai rock, il s'est construit. Et maintenant on va voir. Hein. Après ceux qui l'ont, je pense qu'il y en a plusieurs quand tu le vois, même en UC par exemple, le match face à Dynamo Zagreb quand Bayern est éliminé sur au but. Voilà, certains doivent aussi le connaître. J'ai regardé un peu le championnat U19 avec les concurrents allemands comme Ulm et bien d'autres. Mais c'est vraiment, je le souligne, hein, c'est l'idée. Moi, l'idée j'aime. C'est comme on va comparer à Lyon quand ils sont partis chercher les idées. Même si c'est pas forcément que ça fonctionne, ce que je veux dire, mais vraiment, il y a l'idée. Ça, j'aime. Le risque est minime si tu le récupères. On va prendre Robson Bambou, par exemple, la dernière recrue de Nice. Tu vois, l'idée est là, quoi. L'idée est là, ça travaille, c'est pas seulement un peu une suggestion de l'agence, c'est vraiment du travail de scouting. Ah bah parfait. Merci en tout cas de nous avoir un peu plus éclairé sur Danny, parce que je t'avoue que on ne savait pas grand-chose de ce joueur-là. Et on y voit déjà un peu plus clair. Merci beaucoup. On va te laisser. On va parler d'un autre joueur qui n'a pas encore signé, qui j'espère signera en tout cas, parce que j'avoue que j'ai un petit truc. On a la notif activée sur le téléphone. Il l'annonce en plein dans l'émission. Le temps qu'on la sorte, je pense que ça va être officiel. C'est ça. On va parler de Morgan Schneiderlin qui joue donc du côté d'Everton. On va voir un peu avec Thibaut Everton FC France. Bien, présente-nous ce compte, Thibaut. Alors salut les gars, moi c'est Thibaut. Je viens du compte Everton FC France. Alors en fait, on est un groupe de supporters français qui sommes rassemblés sur Twitter. J'ai pas la date exactement de création du compte parce que moi j'ai rejoint Twitter que l'année dernière, donc forcément. Ouais. J'ai été contacté par le leader du groupe entre guillemets. Eux, ça faisait plusieurs années qu'ils suivaient le compte. Ils avaient une petite communauté, ils étaient une petite quinzaine. Et au fur et à mesure des choses, le compte est devenu officiel. Donc on a notre numéro d'abonné. On est pour ceux qui ont voulu. On s'est abonné au club, donc on a reçu un petit truc officiel, etc. Et depuis, on parle de chaque match, des transferts, des actus, on débat, on est souvent du même avis, pas toujours bien sûr, c'est aussi ça qui fait la beauté du truc. Exactement. Mais et voilà quoi, on essaie d'être vivant. Bon là c'était un petit peu moins forcément avec le Covid, on a eu 3 mois de calme plat on va dire, mais là on attend tout le dimanche avec impatience quoi. Ah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et je dois rajouter club de supporters français officiel. Voilà, c'est ce qui. Oui, c'est ça, officiel. Voilà, officiel. Pour Everton FC France. Alors avec nous, t'es avec nous pour parler de Morgan Schneiderlin qu'on a annoncé du côté de l'OGC Nice. Que penses-tu? Il devrait signer dans les heures qui viennent là. On l'espère en tout cas. Qu'est-ce que tu penses toi de Morgan Schneiderlin, son passage du côté d'Everton, qui a connu pas mal de... Je comprends que c'était compliqué. Voilà. Ouais, on sait qu'il y a un peu de tous les avis, quoi. Il y a du positif, il y a du négatif. On a vu sur Twitter. Alors, Morgan Schneiderlin.
Alors, par où commencer? Déjà, quand il a... Commence mal, déjà. Non, pas du tout, parce que vous allez voir où je veux en venir, en fait. Déjà, quand il est arrivé, nous, on était comme des dingues, quoi, parce que il avait été monstrueux à Southampton sous Koeman. Bon, à Manchester, c'était un autre débat, mais il avait quand même pas mal joué. Donc nous, on était contents qu'il vienne se relancer chez nous. Sous Koeman, je crois que c'était en fait sa meilleure période. Il a été très peu blessé, il était en confiance, il jouait vraiment bien. Et après, une fois qu'il y a eu les changements d'entraîneur, ça a été plutôt en dents de scie, à l'image du club, en fin de compte. Déjà, comment dire, si vous voulez, je pense que Morgan, l'impression qu'il donne, c'est qu'il doit être en confiance pour bien jouer. Il avait donc, même avec dit. Les changements d'entraîneur, les changements de dispositifs, à chaque fois, un entraîneur sur deux lui faisait pas forcément confiance. Donc, il a eu du mal à enchaîner, et ça s'est ressenti sur le terrain. Donc, et dans sa tête et physiquement, et il a enchaîné les blessures, les machins. Par contre, quand il est revenu, il a fait quelques bonnes prestations cette année. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Moi, on a vu que Ancelotti, il a participé à. Je te coupe du coup, désolé. Non, Thibaut, pardon, excuse-moi. Bon, il a fait 15 apparitions en première ligue. J'ai regardé tout à l'heure. Sur les 15, il y a quand même 12 titularisations sur Ancelotti. Donc, c'est ça. Il revenait plutôt bien également. Après, il a fait des matchs très mauvais aussi sous Ancelotti. Comme en fait, c'est ça, il a vraiment alterné le haut et le moins bon, jusqu'à des fois le très mauvais, on va pas se mentir, mais il a aussi fait des très 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 bons matchs. C'était vraiment, il est vraiment à l'image de l'équipe. C'était quand l'équipe n'allait pas bien, il n'allait pas bien. Quand l'équipe allait bien, il nageait au-dessus. C'est pas lui le facteur. C'est pas lui le facteur, déterminant ou qui peut amener une équipe en disant la rébellion, quoi. Dans le jeu. Ouais. Et après, il faut pas s'attendre au Schneiderlin box-to-box de Southampton. Là, vraiment, actuellement, il jouait vraiment devant la défense, sur un Regista. Donc, ce sera pas son rôle à Nice, de toute façon. Ce sera pas son rôle à Nice de faire le box-to-box, de toute façon. Ouais. Il va vraiment jouer devant la défense, comme tu viens de citer. Il est là pour écarter le jeu, trouver des passes simples, et ça, il le fait admirablement bien. Vous ne serez pas déçus. Il a une précision de malade dans les pieds. Pour le coup, ça, c'est vrai. Je le voyais déjà quand il était à Manchester United. C'était vraiment quelque chose. Les passes latérales. Il peut vraiment, au niveau de la relance, vous apporter quelque chose s'il est dans les bonnes dispositions. Ça, c'est une évidence. Thibaut, j'ai juste une question. Donc bon, pour le jeu, je pense on va continuer à en parler. Mais avant, nous on recrute un mec comme Morgan Schneiderlin pour son expérience. C'est quand même plusieurs centaines de matchs en première ligue. Donc il y en a eu des très mauvais, comme tu dis, mais c'est je pense qu'avec Dante, ça va être le deuxième joueur directement le plus expérimenté dans notre effectif, avec en plus pas mal de sélections au niveau international. Est-ce que dans le vestiaire, ça peut être... Enfin, à quoi ressemble Morgan Schneiderlin dans le vestiaire? Est-ce que c'est un joueur qui suit le groupe? Est-ce que c'est quand même un leader qui est capable d'ouvrir un peu sa gueule? Est-ce que tu penses que Patrick Vieira va pouvoir s'appuyer sur lui, sachant que nous, en plus du fait que ce soit un numéro 6 complet d'expérience qui nous manque sportivement, c'est quand même au niveau leadership et expérience qu'on va l'attendre? Alors, c'est une très bonne question. Comme tu dis, Schneiderlin fait 12 saisons en première ligue. C'est quand même un joueur, c'est entre guillemets un joueur qui a des bonnes expériences. Est-ce que c'est un leader? À Everton, j'en ai pas eu l'impression, mais après, c'était pas son rôle. Parce que, je veux dire, quand tu as des Phil Jagielka, des Leighton Baines, c'était difficile, je pense, de passer pour un leader, et c'est ce qui est un peu dû arriver à Manchester United. Par contre, je pense que chez vous, si on lui passe ce rôle, il peut s'en sortir. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Après, de toute façon, t'arrives dans un club comme Manchester, comme Everton, comme t'as dit, où il y a déjà c'est pas la même tauliers, que Nice aujourd'hui. Donc, il n'arrive pas aussi pour ce rôle-là non plus de leader. Donc, je pense qu'il est peut-être pas attribué non plus, mais après sur le terrain, je le trouvais quand même assez motivant, tu vois. À essayer tout le temps de rebooster les mecs et tout. Donc, je pense que si Patrick Vieira lui confie
entre guillemets du leadership au milieu de terrain, c'est pour apporter de la sérénité, sérénité, etc. Ouais, ça il pourra le faire. Après, dans le vestiaire, est-ce qu'il va être capable de faire des discours quand ça va mal et tout ça, j'en suis pas aussi persuadé. Après, peut-être qu'il aura une autre vision parce que Manchester United ou Everton, il était plus jeune, c'est son pays aussi. Enfin bon, il y a plein de. Et puis il a tout pour se relancer là. Voilà. Et puis t'as certains joueurs qui vont le voir comme un gars qui a fait 12 ans en Première Ligue, quoi. Et la Première Ligue aujourd'hui est considérée comme un des meilleurs championnats au monde. Tu fais pas 12 ans en Première Ligue. Ouais, tu fais pas 12 ans en Première Ligue comme ça non plus. Hein, je pense. Voilà. Malgré comme on a dit, c'est haut et c'est bas. Tu vas pas, bien sûr, tu vas pas à Manchester United comme ça, maintenant cela dit, Manchester United c'est n'importe quoi, passons, sinon je dure 2 heures là-dessus aussi, mais voilà, tu vas pas dans des clubs comme ça, et tu ne, voilà, comme tu disais, tu ne restes pas à ce niveau-là, et tu ne te fais pas valider par Carlo Ancelotti comme ça aussi. C'est que tu as quelque chose. Après, n'oublions pas qu'il a que 30 ans. Il arrive dans un rôle, je pense, comme on a dit, qui va bien lui convenir à Nice, où il va avoir évidemment beaucoup moins de pression qu'à Manchester, qu'à Everton. Il va jouer dans un rôle qu'il connaît parfaitement, comme l'a dit Thibaut. C'est-à-dire, il va jouer devant la défense. Nous, c'est un poste qui nous manque depuis plusieurs saisons. Il y avait Siri qui jouait un peu à ce rôle-là, mais c'était pas non plus son poste. Après, c'est Cyprien qui a dépanné et c'est pas non plus son poste comme on a dit. Donc voilà, il va arriver dans ce rôle où il va jouer devant la défense. Il va avoir des milieux sûrement avec lui qui vont courir, on va dire, pour lui. Il va pouvoir stabiliser cette équipe et ce milieu de terrain. Donc voilà. Et puis on parle de 2 millions d'euros plus bonus pour Schneiderlin. Je pense que c'est pour moi actuellement, je vois pas le côté négatif sur son arrivée en fait. Donc, juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à son âge, qui est une des craintes de certains supporters, même si je pense que quand t'es numéro 6, 30 ans, t'es pas loin d'être dans ta meilleure période. Enfin, t'as encore bien 3-4 ans au meilleur niveau à proposer. Qu'en est-il de sa forme physique? On sait qu'il sort d'une blessure qui n'était pas spécialement grave. Je crois que c'était 6 semaines de rééducation. Il a repris l'entraînement, donc il devrait faire la préparation complète, mais son historique de blessure à Everton, il y a quand même eu pas mal. Il y a eu quelques petites périodes de quelques semaines manquées. Est-ce que c'est un joueur fragile ou est-ce que c'est, je sais pas, l'exigence de la Première Ligue? Est-ce que c'est des facteurs complètement annexes? C'est des blessures, le manque de confiance aussi par d'autres joueurs? Oui, je pense que c'est le manque de confiance, clairement. Je pense que vraiment son mental est relié à son physique. C'est un des joueurs qui est configuré comme ça, je pense. Après, à Everton, là, il a pas eu des grosses blessures, mais c'était tout le temps des petits pépins, comme tu dis, de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, qui ont, en fait, aussi, c'est ça aussi qui a fait que son passage n'aurait pas été aussi étincelant, parce qu'à chaque fois qu'il revenait bien, une petite blessure. Donc, il faut repartir à chaque fois. Donc, moi, je pense que chez vous, si ça va bien dans sa tête, ça ira bien dans ses pieds et dans ses jambes, quoi. Donc, il ne devrait pas se blesser. Mais on espère quand même que vous avez des bons préparateurs physiques au cas où. Alors, comment dire? C'est pas le. On est les champions des petites blessures musculaires. À non, Nice, mais alors attends. Sincèrement, faire mieux qu'en Angleterre, c'est pas si difficile. Hein. En Angleterre, je suis désolé, les prépas physiques et les kinés, c'est des quiches. Hein. Sérieux. Ouais. Il y a énormément de blessures. Ils enchaînent en Angleterre aussi. Hein. Ça enchaîne de fou aussi. Hein. C'est pas le même rythme physique aussi, quoi. Ouais, voilà, c'est plus c'est plus l'impact, tout ça, et puis même les soins derrière. Enfin, on va pas revenir sur certains joueurs, mais tu prends Arsenal, les mecs, t'as l'impression que c'est les médecins de la série H. C'est incroyable, le nombre de blessures qu'ils ont. Non, mais c'est vrai. Ouais, voilà, je me souvenais plus. D'ailleurs, c'est l'occasion de le dire, mais. Voilà. Ah bah, Arsenal, ça fait partie de la légende du club. Hein. Mais bien sûr. Et en Angleterre, t'as énormément de clubs qui sont dans ce même délire. Hein. Je suis désolé, c'est en Angleterre, franchement, je pense que voilà, ils ont de très belles installations, des pelouses magnifiques. Et en plus, c'est ça le pire, c'est qu'ils ont des pelouses magnifiques, mais que derrière, t'as des. On a récupéré le jardinier anglais justement, nous, donc ça pour le coup. J'allais faire la transition en plus. Morgan Schneiderlin, il sera sur son terrain. De ce qu'on disait, de Schneiderlin concernant, on va dire, ses petits pépins physiques.
Après, trouver un milieu de terrain de 30 ans qui a jamais eu de petits pépins dans sa carrière, c'est quand même compliqué, je pense. Si on commence à chercher là-dessus, on va pas en trouver des masses. Forcément, hein, c'est un poste où tu prends des coups, physiquement il faut un peu aller au charbon. T'arrives à 30 ans après 12 ans en première ligue, forcément t'as eu des pépins physiques, c'est logique. Que des petites blessures comme disait voilà, de 2 ou 3 semaines. Voilà. La satisfaction, c'est que voilà, la satisfaction, c'est qu'il a jamais eu de grosses blessures dans sa carrière, à part là et encore c'était comme je l'ai dit sur Twitter, c'est pas du tout les croisés, c'était le ménisque et il a manqué 6 semaines. Donc voilà, il a pas de grosses blessures notables dans sa carrière, quelques petits pépins, mais voilà. Je pense pas que ça soit alarmant en fait. Voilà, je pense pas que ce soit alarmant de penser à ça. Non, il faut pas. Voilà, non, je pense pas vraiment. Le sud de la France, il fera un peu de bien. Ouais, il verra plus de soleil qu'à Everton, je pense. Ouais, voilà, pas de Liverpool, pardon. Mais oui, il verra plus de soleil, ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ah bah ça, après, il est alsacien, donc le soleil, je pense qu'il en est bien passé jusque-là. Mais... Bon, après, ça fait longtemps qu'il a pas fait. Qu'il est parti d'Alsace, hein, après un film. Ouais. Après, parti très jeune. Puis il va faire, s'il arrive, comme tu disais Cédric, à signer dans les prochaines heures, ce qu'on espère, il va faire une bonne et longue préparation avec l'OGC Nice. C'est pas un joueur qui va arriver dans les derniers jours, etc., avec une préparation tronquée et tout ça. Ouais. Il va arriver dans de très bonnes conditions. Exactement. Le championnat démarre le 22 août, si mes souvenirs sont bons, avant-dernière semaine d'août. Il reste encore du temps. Il y a eu je crois qu'ils ont eu 3 mois de repos en Angleterre par rapport au confinement. Oui. Non, mais c'est très bien de signer un joueur comme ça relativement tôt, comme tu dis. C'est un mec sérieux, hein. Oui. Il fera pas de vague, hein. C'est le gars, il viendra. Il a une très bonne mentalité. 2 millions d'euros à Monaco tous les samedis soirs. Donc, c'est cadeau. 2 millions d'euros, c'est vraiment cadeau. Non, mais de toute façon, River l'a souligné. Hein, on cherche aussi ce type de joueur-là. Hein. On regarde le sportif évidemment, mais il y a ces critères de mentalité, de rigueur de travail qui rentrent de plus en plus en jeu. Et là-dessus, je pense que Schneiderlin, c'est un exemple. Hein. Je pense que c'est un gros travailleur, une bonne mentalité. Clairement. Donc voilà. Et puis tu sais, pour le championnat de France, c'est pas officiel, mais c'est pas officiel, mais ça, voilà. L'issue ne fait que très peu de doutes, je pense. Il est là, les notifs sont activés depuis hier. Donc s'il faut, voilà, le temps que le podcast soit publié, ce sera bon. OGC Nice annonce tout de suite. C'est ça, voilà. Non, mais la pression là, mais faut l'annoncer maintenant. Mais je voulais dire aussi que ça va amener du bon aussi à la Ligue 1. Parce que avoir des joueurs comme ça, des internationaux, avec une carrière de 12 ans en Angleterre et tout, c'est très très bon pour le championnat aussi. Ce que est en train de faire Nice, c'est très bon pour eux. Et ils aident aussi en même temps le championnat, parce que d'autres joueurs qui ont peut-être le même calibre, etc., vont se dire, bah ouais, si lui le fait, nous aussi on peut le faire. Et redonner un petit peu un blason aussi à cette Ligue 1. Voilà. C'est pas ce qu'on t'a traité de suceur de rat que t'es si gentil avec Nice. Alors, absolument. Non. Alors, attends. Tu sais très bien que... Quand tu vas venir, on va t'offrir un maillot, tu vas être... Ah, bah, je m'en fous, moi. Un maillot floqué Bossetti, on va t'offrir, tu vois. Ah, non, Sertic. Ah, Bossetti, pas de problème. D'ailleurs, si Bossetti écoute, dans pas longtemps, je vais faire les Grands Prix de Formule 1 avec lui. Voilà, si vous suivez un peu Bossetti, il fait des petits Grands Prix de Formule 1 sur Play 4. Voilà. D'ailleurs, s'il m'écoute, je vois ses résultats, il a l'air nul, d'ailleurs. Voilà, s'il m'écoute aussi. Ouais, bah, t'as pas vu les miens, mon pote. Non, mais c'est vrai, il faut... Évidemment, on parle des clubs, il faut parler de l'OGC Nice. C'est très fort ce qu'ils font et je suis très heureux qu'ils fassent ça, parce que c'est pas des clubs, si vous voulez, on peut vite parler encore une fois de Marseille vite fait, où en 2 ans, tu claques 200 millions et tu fais de la merde. Là, c'est bien préparé et ça prépare bien aussi pour le championnat en même temps. Parce que le championnat a besoin de ce genre de joueurs, a besoin d'avoir un peu des pas que forcément que des jeunes joueurs, même si on produit énormément de jeunes joueurs et tout, c'est très fort, c'est très bien. Il faut amener de l'expérience pour cadrer tout ça. Et avoir un gars comme Schneiderlin, je trouve ça très fort pour le championnat. Après, on verra, peut-être qu'on s'enflamme et que le mec, ça va être un flop. Hein, on n'est jamais sûr de ça, mais c'est très très fort de la part de l'OGC Nice de faire signer un joueur comme ça. Voilà. Exactement.
Déjà, physiquement, ça sera pas au niveau de Schneider. Hein. Quand il va arriver, il sera peut-être plus affecté. Le petit tac. La blessure est encore ouverte. Ah, Schneider, c'est regret éternel quand même. Schneider, tu prends Wesley Schneider à Nice quand même et t'arrives pas à en faire ce que tu veux. Je reviens, je vais pleurer. C'est regret éternel. Bon, en tout cas, on va terminer sur Schneider, bizarrement, mais merci beaucoup. Merci beaucoup Thibaut pour être venu dans notre podcast, pour avoir accepté cette invitation. Thibaut qui fait partie donc de Everton FC France, le groupe de supporters officiel des donc supporters d'Everton en France. Merci à toi, merci de nous avoir parlé de Morgan Schneiderlin qu'on espère signera du côté de l'OGC Nice normalement dans les prochaines heures. Mais oui, arrête de faire douter comme ça, bien sûr. Mec, je sais pas que je fais pas douter. On gère. Non, on gère. T'inquiète, ça va. Les mecs, ils attendent déjà à l'aéroport. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Comme on vous disait, nous, malgré tout, il restera un bon souvenir chez nous. Ouais. Et on espère qu'il réussira bien à Nice et on lui souhaite le meilleur. C'est vraiment abondant. Merci pour tout, en tout cas. Merci beaucoup. Et encore merci pour l'invitation. C'est normal, il n'y a pas de souci. Merci aussi à Martin qui était là avec nous en début de podcast pour parler de Danny Huck. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau podcast d'Avanti Nissa. Ciao.